va parler du bilan évidemment exceptionnel de Gérald Darmanin et d'Emmanuel Macron en matière de sécurité avec Jean-Pierre Colombi. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Alors, je rappelle, vous êtes, ancien, policier à la PJ. Mmh. Vous êtes maintenant artiste, saltimbanque. Vous êtes passé de l'autre côté, mais pendant des années, vous avez été du côté de la police. Ces derniers jours, on a vu l'ultraviolence, à Marseille, hein, des gamins de 14 ans, de plus en plus jeunes, des actes de barbarie de plus en plus innommables, hein, où, des gangs, se mettent en réunion pour, cramer des gamins. Heu, il y a de ça quelques mois, Emmanuel Macron se mettait en scène avec Gérald Darmanin à Marseille pour l'opération Place Nette. C'était évidemment de la communication, mais je pensais pas que c'était à ce point-là, enfin, on en est où en réalité, entre ce qu'on voit, ce que nous propose, la mise en scène du pouvoir et la réalité des quartiers? Alors merci tout d'abord d'offrir une plateforme de liberté d'expression qui échappera à personne que sur des plateaux mainstream, c'est très compliqué d'expliquer la réalité du terrain, la Absolument. la réalité des conséquences de la conséquence de la non-politique sécuritaire d'Emmanuel Macron. Parce que vient de là et ce qu'on constate à Marseille, c'est le résultat d'une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans, de désagrégation de l'autorité, du pouvoir de l'État, du régalien sur le Mmh. terrain. Sur le terrain. On a, depuis plus de 20 ans, il faut se rappeler des discours de Sarkozy contre le service public, hein, contre les Ouais. fonctionnaires, qui a annoncé en 2008 qu'il fallait réduire de 50% la charge des fonctionnaires sur notre pays. Les gens n'avaient pas traduit le fait que 50% des fonctionnaires, ben, ça signifiait 50% de policiers en moins sur le terrain. Et on en a vu les conséquences directes, notamment à Marseille, puisqu'on en parle Ouais. par la suppression d'un commissariat sur deux, il faut le savoir. C'est On, énorme. on mutualise les commissariats. Alors, on dit alors il y a toute une rhétorique, hein, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. On a une rhétorique pour habiller la misère, pour expliquer qu'on renforce les forces de police. En fait, je dirais, on agglutine la misère de quelques commissariats qui sont en état de survie. Oui, on crée des ghettos, en fait, policiers, au sein de grandes Bon, cités du deal. même C'est pas, non, non, il pas n'y a pas de, non, non, il y a même plus de commissariat du tout. Ouais. Par exemple, on fusionne le 5e et le 6e arrondissement, on supprime tel commissariat sur le 16e arrondissement et on envoie ce qui reste de fonctionnaires sur le 15e, mais qui lui-même est en déficit de fonctionnaires. Donc on met en commun la misère logistique parce qu'on ne dispose plus des moyens d'occuper le terrain. Et c'est ça le Ouais. problème, le cœur du problème, il est là. C'est pour ça on m'a déjà posé la question de savoir quelle était la projection de la politique de M. Retailleau. Mais j'ai envie de dire qu'elle sera Mmh. aussi inopérante que les autres, tant qu'on ne revoit pas le logiciel qui gère la gestion du service public dans ce pays. Il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut une police présente, républicaine, qui soit au contact de la population, et donc de fait sur le front de l'opposition qu'on peut apporter contre les trafiquants, ou est-ce que l'on veut une société ultra-libérale où il n'y a plus de sécurité d'État, il n'y a plus de service public, et seuls ceux qui auront les moyens de se payer une protection, je pense aux plus fortunés, créent des Mmh. ghettos pour riches. Ce qui existe à Marseille d'ailleurs, vous avez ce qu'on appelle des villas, ce qui existe aussi à Paris, du reste, hein, Mmh. dans Des certains, des 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 routes privées, hein, des ouais, routes ouais, des quartiers privées, privés. des quartiers privés qui sont fermés, qui sont gardés, Ouais. mais la C'est la Villa Montmorency à Paris où habitent, Nicolas exactement, Sarkozy et Carla ouais c'est et exactement quelques ça. patrons du CAC 40, qui est, protégé. Voilà. Mylène Farmer, je crois, est voisine Oui, c'est également. bien l'entre-soi. L'entre-soi, c'est très bien, mais le problème pour nous, Mais c'est on est en train de créer la ghettoisation. Enfin, on est en train de créer des favelas, des ghettos. Enfin, la France, c'est le Brésil dans quelques années. c'est exactement là où je voulais en venir. Vous m'avez Ouais. enlevé ce terme de la bouche. On a effectivement une société qui devient brésiliano-haïtienne, où on a des gangs de gamins de plus en plus jeunes, dont le Mmh. seul espoir, parce qu'il n'y a plus de structure éducative non plus, le seul espoir réside dans le trafic de stupes, dans le monde de la délinquance, qui a créé une forme d'ascenseur social à sa manière, puisque suivant le processus pour lequel vous optez, vous pouvez commencer comme étant chouf, et puis après petite main, semi-grossiste, Mmh. intermédiaire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a toute une échelle dans la progression de la délinquance qui fait qu'un gamin qui est totalement déscolarisé, parce qu'on peut imaginer qu'un gamin de 14 ans qui se balade avec un 357 Magnum n'a pas C'est nécessairement dingue. l'intention de faire des études supérieures, Ouais. ben, il s'installe dans cette dynamique de voyous à la brésilienne. Je veux Mais dire, là, le gamin à Marseille, c'est certains- terrible parce que c'est un oui, cas d'école, incroyable. Il a oui, 14 ans, ses parents sont en prison.
Ses 2 parents sont déjà issus du milieu du trafic. C'est mieux. C'est un caïd en prison qui l'appelle Ouais. pour créer un homicide, donc faire Non, mais un c'est fondamental de dire ça parce que oui, j'écoutais avec beaucoup d'attention Madame Agresti, vous savez, Agresti. ouais. Ancienne Marseillaise, elle habite à Paris maintenant. Ouais, bah oui, c'est mieux. C'est plus sûr, c'est plus sécure. Elle supporte le PSG même, elle allait à un match du PSG, c'est Bah, tant mieux pour elle. Non, mais ce qui est fou, c'est elle en avait plein la bouche de son bilan et du ah mais bilan c'est pas possible. mais c'est là Mais notre qui sont problème. ces gens? Mais oui, non mais Ils voilà, ne mais vivent c'est pas sur la même planète que nous. Quand vous êtes secrétaire d'État ou ministre, vous vivez dans une bulle. Vous gagnez ouais, non beaucoup d'argent, énormément d'argent. Vous avez des gardes du corps, vous avez des voitures de service. Vous n'êtes plus confronté aux difficultés du moment. Donc vous ne voyez plus ce qui se passe dans les rues ou dans les quartiers. Et elle est d'autant plus hypocrite qu'il n'y a pas si longtemps que mais ça, c'est elle était au-delà de quand même ça, ouais. élue de secteur. D'accord, et un peu comme une Delogu alors je ne sais plus comment les appeler, c'est Renaissance ou Ensemble pour la République ou En Marche. À chaque fois, il y a un avatar rhétorique qui fait qu'on oublie tout ça pour faire oublier ce qu'ils nous ont fait ou plutôt ce qu'ils n'ont pas fait. Et elle Oui, a quand c'est de même, se faire passer pour l'opposition maintenant. oui, c'est merveilleux. Et j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié, comme beaucoup, l'intervention de M. Barnier, du Premier ministre, sollicitant les conseils, des futurs conseils d'un Gabriel Attal qui a quand même zéro bilan, il faut le dire. Bah, Bah, il n'est rien. moi, enfin, à l'éducation, 0 bilan, au gouvernement, 0 bilan. Enfin, Attal, C'est une étoile c'est comme filante. un caillou qui fait des voilà, C'est une c'est étoile filante. Il passe ouais. d'un ministère à l'autre, de Ah, des ministère. ricochets. Moi, je vois un Voilà, galet qui fait des exactement ça. ricochets, c'est plat et c'est Exactement ça. Et je veux dire, il n'a pas de bilan, il n'a pas de perspective, mais il a quand même le culot de critiquer. Mais pour en revenir à Mme Agresti, d'oser faire le panégyrique, par exemple, d'Éric Dupond-Moretti. Elle parlait notamment non, c'est dingue. d'un point important, qui est celui de la protection des indicateurs, des sources. Et alors, elle disait, oui, bon, on allait faire ça. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est un point vraiment marquant du macronisme, Mmh. qui est toujours dans on va faire, nous avions prévu de faire. Il n'y a pas un seul moment où on entend dire nous avons réussi ceci. Non, c'est faux. Ils n'ont rien Mais réussi. Et Éric Dupond-Moretti avait 4 ans pour faire cette fameuse loi de protection des sources et des indicateurs. On avait un exemple simple à prendre, s'inspirer des Italiens et plus loin de nous des Américains qui ont des systèmes de protection véritables, qui tiennent la route, hein, des indicateurs et de repentis en matière de grande criminalité, se sont bien gardés de le mettre en place parce que l'hypocrisie aussi réside dans le fait que ces groupes de travail existent déjà. C'est pas une nouvelle, c'est pas quelque chose qui est innovant en macronisme. Les groupes de travail, tous les groupes de travail qui ont été évoqués, je renvoie également au Beauvau de la sécurité, aux conclusions du Beauvau de la sécurité. Tout ce qui y figure est en fait une énumération à l'après-vert de ce qui était déjà dans les tuyaux. Il n'y avait rien de nouveau sous les tropiques, à part la conclusion qui mettait le point sur le renforcement des services de sécurité et de maintien de l'ordre, CRS et gendarmes mobiles. Pas un mot, quasiment rien, sur le judiciaire, qui est vraiment un point essentiel quand on est à la tête d'une démocratie réelle. Si vous n'avez pas de filière judiciaire digne de ce nom et suffisamment crédible, vous n'avez pas de démocratie en capacité de se défendre. Mais est-ce que, enfin, on voit une faillite sécuritaire depuis des Total, années, total. qui est pas nouvelle, mais au-delà même de l'idéologie, est-ce qu'il n'y a pas une démission volontaire des services publics face, aux cartels qui sont beaucoup trop puissants? Mais bien sûr, il faut avoir bien en tête l'argent, les fortunes que génère le trafic de stupes et tous les trafics en général. À tel point qu'on calcule même les stupes et le proxénétisme dans le calcul du PIB de la Oui, bien sûr. Seine-Saint-Denis. Donc c'est pas, j'invente rien quand je dis C'est ça. incroyable ça, ouais. J'invente rien. On sait très bien, et là encore, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Fonds monétaire international, qui dit que si on supprimait les trafics de stupéfiants à l'échelle mondiale, je pense à la cocaïne en Amérique du Sud, au cannabis au Maroc, à l'héroïne ou au pavot en Asie du Sud-Est et dans certains pays comme l'Afghanistan, eh bien, on déstabiliserait des zones géostratégiques dans leur ensemble. Donc on ne peut pas se permettre ce luxe-là. Si on voulait lutter contre les stupes de manière efficace, j'ai travaillé 10 ans en brigade des stupes, que ce soit au Quai des Orfèvres ou au SRPJ de Marseille. Donc je connais très bien le sujet. La problématique, ça n'est pas de taper sur les trafiquants. Nous n'en avons pas les moyens. Ce n'est pas un constat d'échec que je fais, ce n'est pas pessimiste, c'est juste objectif. Et parce que le seul point d'appui, si l'on veut infléchir la tendance de la consommation, il est thérapeutique. Nous évoluons au sein d'une société qui va mal, qui est Ouais. malade parce que on nous entretient dans un état d'esprit de crise.
permanente. Hein. Là encore, j'invente rien. Il y a eu le Covid, maintenant il y a la guerre en Ukraine, guerre au Moyen-Orient. Il y a toujours, je dirais, un vecteur anxiogène qui est mis en avant par l'État et par Emmanuel Macron, qui est le champion du monde du discours de pathos, pour maintenir cette population, la population française, dans un état anxiogène permanent. Donc qu'est-ce que font les gens qui ne sont pas bien? Eh bien, ils consomment des stupes, ils consomment du cannabis. Ils pourraient aller voir un psy, vous me direz, vous auriez raison de le dire. Sauf qu'un psy, ça coûte cher. C'est pas toujours remboursé par la Sécu. Donc, il faut avoir une bonne mutuelle. Fumer sur un barreau, fumer un joint, ça coûte beaucoup moins cher. Alors, c'est permissif, c'est interdit, mais c'est plus pratique. Et on a toute une population qui, quand elle ne prend pas des anti-anxiolytiques, fume du cannabis. Alors, vous allez me dire, là encore, il responsabilise peut-être à outrance Emmanuel Macron. Moi, je ne fais que m'inspirer des discours de ce monsieur qui change d'avis tous les quarts d'heure, qui change de mode de discours d'un jour à l'autre. On le voit bien en ce moment en politique internationale. Oui. Une catastrophe. Nous avons les plus mauvais rapports du monde avec le Maghreb, avec l'Afrique en général, qui méprise Emmanuel Macron, mais à un point sidéral, qui méprise la France, dont la parole n'est plus écoutée nulle part, et avec un président qui n'a plus de directrice. Pourquoi dépenser des fortunes dans des opérations place nette qui sont des opérations de com, alors qu'on cherche à faire des économies partout? Enfin, c'est scandaleux. Comment ces gens-là peuvent se regarder dans la glace, sachant qu'ils mentent éhontément, qu'ils manipulent en organisant ces fausses opérations, puisque derrière, de la prison, hein, c'est toujours le même principe. Hein, les trafics s'organisent en prison, en dehors, etc. Et les mecs, à l'époque, d'ailleurs à Marseille, disaient « Ah, ils me font marrer. De toute façon, nous, on est là le lendemain, on revient, on pose les chaises. C'est sympa, mais ils ont fait les photos. » Le trafic des stupéfiants est une industrie qui se délocalise très facilement. Elle est très mobile. Il n'y a pas de point de... C'est assez apparent. On apprend qu'il y a des points de deal qui se vendent, hein, qui peuvent se passer d'un gang à l'autre, où on vend comme un commerce en réalité. Oui, mais comme vous vendez un fonds de commerce, bien sûr, parce que vous avez des lieux rentables. Mais vous l'avez dit vous-même, nous avons c'est de la farandole, c'est du cirque, ces opérations place nette XXL, dont Madame Agresti vante les mérites. Elle ose dire que 50% des points de deal ont été supprimés. C'est pas possible. Mais qui les croit encore? Non, mais après, c'est normal qu'eux racontent n'importe quoi. À part des gens qui ne s'informent pas, qui peut encore les croire, je veux dire? Les militants et les lobbies. Ils sont pas nombreux, hein, les militants En Marche. Il y a quand même 20%, M. Poulain, il y a quand même entre 15 et 20% des électeurs qui votent encore pour M. Macron. Il y avait encore des gens qui chantent la gloire d'un certain Nicolas Sarkozy en affirmant dans les yeux que c'est un grand président. Comment vous analysez, d'ailleurs, le nom de Nicolas Sarkozy fait qu'une petite lumière s'allume, qu'à peine arrivé à Beauvau, le nouveau premier flic de France, Bruno Retailleau, décide d'inviter à déjeuner Nicolas Sarkozy. Pourquoi? J'ai pas les mots. Moi, je les ai. J'en ai marre de payer pour ces gens-là pour qu'ils bouffent avec nos sous. Mais vous savez, j'ai pas les mots parce que j'ai tenté d'écrire un bouquin sur ma vie, mon œuvre, mais c'était pas très bien écrit, c'est normal, je suis pas écrivain, mais pour moi, le sarkozysme est l'acte de naissance de la corruption, à la fois dans l'espace politique. Enfin, il n'a pas inventé la corruption, elle existait bien avant lui, mais au sein de la police, il a totalement corrompu le système. Avec les syndicats, c'est ça? Où il a donné la clé aux syndicats? Non, il n'a pas donné les clés aux syndicats. Ah non, ben alors là, on va remettre la vérité on va remettre l'église au centre du village. Raconter ce qui s'est passé, Certains syndicats sont complices, s'appuient. C'est un jeu de donnant-donnant, si vous voulez. Je ne tiens pas à la barbichette. Les politiques ont besoin d'un syndicalisme qui est complaisant et qui accompagne les réformes qu'il va mettre en place. Mais pour revenir à son discours de 2008 où il annonçait la suppression d'un poste sur 2, certains syndicalistes que je ne nommerai pas, secrétaires généraux, ont osé dire et écrire que cela ne concernerait pas les policiers. D'accord ? Donc là, la dynamique du mensonge, c'est un serpent qui est là et qui pourrit le discours politique. Et Sarkozy, non seulement a mis en place cette déflation des effectifs considérable, mais il a mis en place la politique du chiffre et des statistiques qui ont totalement corrompu le système. C'est là où je voulais en venir. C'est qu'on a eu des chefs de service qui tout à coup étaient devenus des chasseurs de primes parce que à chaque bon résultat statistique enregistré, vous aviez une allocation de primes substantielle. C'est plusieurs milliers d'euros. D'ailleurs,
il y a des témoignages là. Il y a une femme qui témoigne qu'elle avait voulu porter plainte pour tentative de viol, violence, alors qu'elle prenait son train, et qu'on avait répondu qu'on prenait pas ce genre de plainte en ce moment parce qu'enfin, en gros, ça faisait plomber les chiffres sur les violences aux personnes. C'est tombée assez impressionnant de voir et comment sont traités les gens en fait. elle est tombée sur un crétin qui n'a pas su mentir, Ouais. si je puis dire, parce qu'en fait, ce qui se C'était passe la justice, je crois, qui disait oui, la justice non, mais veut pas judiciaire. Enfin, concrètement, je connais bien le système, j'y ai participé malheureusement pendant des années. Nous étions menacés, nous, en tant qu'enquêteurs, parce que j'étais un enquêteur, j'étais inspecteur de police. ouais. Ma vocation n'était pas de porter un uniforme, mais de faire des enquêtes. Nous étions mis dans l'obligation, nous étions menacés en tant qu'enquêteurs pour créer des procédures, pour créer et alimenter tout un système de statistiques complètement bidon. D'accord. Le sarkozysme, c'est ça. Fou. Ça a été un trafic de statistiques, un trafic de plans. Trafic de stats. Mais oui, mais complet. Trafic de stupes contre trafic de stats. Je peux vous expliquer concrètement comment ça se passait. Par exemple, Ouais. on déclassifiait, enfin pas moi, mais par contre les secrétariats, sur les ordres de la hiérarchie des commissaires de police, déclassifier les plaintes pour transformer des délits en contraventions. Et lorsque Ouais, c'est ça ne ça. suffisait Voilà. pas, nous retardions les secrétariats, retardaient les enregistrements de plaintes d'une semaine ou d'un mois à l'autre pour que ça se décale vers l'année suivante et non pas vers le plein exercice. Donc c'était juste une police honteuse. C'était le niveau zéro de la police parce que dans le même temps, rappelez-vous, Sarkozy voulait la suppression des juges d'instruction. Il considérait que c'était des empêcheurs de corrompre en rond. Il voulait les supprimer. Et donc vous avez un Darmanin, parce que ce serait bien d'en parler de Darmanin. Darmanin fait encore pire, puisque lui, il ne touche pas aux juges d'instruction, mais il départementalise les services régionaux de police judiciaire, et donc il les explose, il les détruit. Ouais. Et ça, c'est en collusion directe avec un certain Éric Dupond-Moretti. Parce que Mais pourquoi la PJ a été la cible du travail de destruction de Macron? je vous renvoie à une très vieille affaire, je vous renvoie à l'affaire Urbain Graco, des années 80, où un petit inspecteur de la police judiciaire, de la brigade financière, Ah oui, en avait fouillant, démêlé. en mettant son nez dans des petits papiers, vous savez, comme font les historiens, avait tiré un fil d'Ariane et avait complètement démonté le financement occulte du Parti socialiste. Donc Ouais. depuis ce moment-là, tous les politiciens, je dis bien tous, qu'ils soient de droite et de gauche, tous ont une peur effrayante absolue de la police judiciaire, parce qu'on y met des fouilles merdes, des gens qui cherchent, qui parfois Et malheureusement... parce qu'il y a des peines plus graves au pénal éventuellement qui peuvent Ouais, tomber, quoi. oui, et puis vous avez quand même des systèmes entiers qui peuvent être dévoilés, des Ouais. trafics, des filières entières. Parce que l'argent du trafic, on parlait du trafic de stupes, profite à tout le monde. Vous croyez qu'on peut être élu l'édile d'une grande ville? J'ai ma petite idée, hein, mais enfin, moi, je ne peux pas trop le dire aussi ouvertement, mais on va rester Le- dans le vague, hein, dans le flou. Vous savez Une que ville portuaire comme Le Havre, par exemple. ouais, si vous voulez. Je ne Mmh. pensais pas à ça, mais je pensais à une autre ville. Mais qui est portuaire, Marseille. Oui. aussi. Vous croyez qu'on peut être maire d'une ville comme Marseille si on n'a pas le soutien des quartiers, des associations de quartier? Et qui dit association de quartier dit des familles mafieuses qui tiennent les quartiers. Vous croyez sincèrement qu'on peut tenir une ville comme Marseille si on n'a pas un soutien au moins indirect de ces familles-là? C'est juste impossible. Parce que vous n'avez pas les moyens de leur opposer, je dirais, ce qui serait une réponse crédible du régalien. Tout simplement parce que vous avez des quartiers que vous ne maîtrisez plus. C'est même pas une question de trafic pour le coup. Vous ne les maîtrisez plus. Mais c'est un deal donnant-donnant aussi, parce que si on regarde l'argent généré par le trafic, c'est quand même des milliers de Français qui sont pas au chômage, qui gagnent bien leur vie, et qui finalement vont pas s'en plaindre. Qui ne s'en plaignent pas, qui peuvent, moi je dirais plutôt qu'ils ne peuvent pas s'en plaindre. Qui ne peuvent pas s'en plaindre. Alors après, ça dépend évidemment, mais on voit bien que c'est de plus en plus violent et que maintenant on a des pratiques qui rappellent celles de l'Amérique du Sud en termes de violence. Mais globalement, c'est aussi une paix sociale. Oui, mais complètement. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez des émeutes, comme on l'a vu il y a un an, tout le monde tremble un peu sur ses appuis parce que personne ne les maîtrise, cela. Ces mouvements populaires-là, on ne les maîtrise pas. De la même façon qu'on ne maîtrise pas les Gilets jaunes ou il y a eu ou les grandes mobilisations contre la réforme des retraites. Les voyous, par contre, ne gênent personne. Au contraire, ils alimentent financièrement des familles entières, des quartiers entiers, et indirectement des politiciens. Si on ne dit pas les choses, si on ne dit pas les choses clairement, de toute façon, on n'en sortira pas. On parlait d'Haïti et du Brésil. Il y a eu aussi un temps où en Italie, vous aviez des politiciens, des partis politiques qui étaient main dans la main avec la mafia. Mais oui, mais nous, on est tranquille.
Monsieur Poulain, on est tranquille. Vous savez que la mafia n'a pas traversé la frontière italienne. Non, Vous savez, sur non, la nous, on n'a Sicile. pas de mafia. Nous, on n'a pas eu On de n'en a pas. Tchernobyl, On on n'en a n'a pas. pas de mafia. Voilà. On a, On a aussi un ministre de l'économie comme Bruno Le Maire qui a sauvé l'économie française. Non, mais nous, on a voilà, plein de trucs qui va super. enseigner en Suisse, c'est plus calme. Le climat est très favorable, vous savez. Et puis, on a quand même un ministre de la Justice, Monsieur Dupond-Moretti, qui avait Alors, des clients des oligarques russes à Monaco. oh, que ça. Mais d'ailleurs, l'exfiltration d'Éric Dupond-Moretti de la justice, il est parti en catimini, on a l'impression. Bon, je pense qu'il va se faire discret pendant un petit moment. Ouais, Enfin, vous savez, moi, j'attends un jour, j'ai une petite dent contre lui, je vous l'avoue, honnêtement. ouais. Je n'exclus pas qu'on écrive un jour le livre noir d'Éric Dupond-Moretti, que les médias cessent d'en faire le grand juriste qu'il n'est pas. Moi, je l'ai vu, j'ai eu en face de moi lors d'une audience, c'est Falstaff. C'est Ouais, Falstaff. ouais. Il vous fait le show. Et c'est Les de effets de ça manche. qu'il tire sa force. Il est fort par la faiblesse des autres. Il se nourrit de la faiblesse des Il n'y a autres. qu'à voir Outreau, comment il avait traité les gamins, c'était scandaleux. Et d'une part, mais il n'y a pas que ça. Régulièrement, il fait son grand truc, c'est de faire pleurer les témoins. Voilà. Bon, il m'a fait rire, il me l'a reproché, mais vous n'avez pas le droit de rire, c'est de la mort d'une femme dont on parle, vous avez raison. Il a été assassiné. Il a fait acquitter ces deux assassins. Oh, pardon, je n'aurais pas dû dire qu'il a fait acquitter ces deux assassins. Il a fait acquitter les deux suspects. Ouais. Donc, le contact avec ce monsieur est assez malsain. Je n'ai aucune sympathie pour lui, ni aucun respect, je vous le dis tout de suite, parce que tout ça est factice. Tout ça est artificiel. Cet homme a mis son talent au service de voyous, de délinquants, de criminels. Il l'a fait avec joie. C'est ça qui est inquiétant. Il l'a fait avec bonheur, avec plaisir, avec jouissance. On peut être avocat. Parce qu'il aimait gagner, et pour lui c'était un jeu, Oui, voilà, c'est un jeu, clairement. Donc c'est quelqu'un qui aime gagner et donc qui aime jouer. Donc voilà, il n'y C'est avait pas exactement d'autre. ça. Et les victimes, maintenant, on les piétine. Non, ça fait partie du jeu, mais c'est Ça fait pas. partie du Ça jeu, compte pas. voilà, c'est Ouais, pas ouais. grave. C'est des dégâts Mais humains, c'est pas grave. ouais, pour revenir sur la police, on a les déclarations sur l'état de droit de Bruno Retailleau, les uns et les autres qui disent ah là là, attention, Bruno Retailleau, c'est l'état policier qui se profile, c'est dangereux. Est-ce que Bruno Retailleau va finalement faire comme tous les autres, c'est-à-dire de la com, beaucoup d'effets d'annonce ou pas beaucoup, il va recevoir les préfets là, pour les OQTF, et au final, on va se retrouver avec la même politique, le même laxisme et le même. Tout se passe comme toujours au Royaume de France, qui n'est plus un royaume, qui est une république. Vous faites là où les questions en apportant toutes les réponses. Je vous rappelle que Sarkozy s'est fait élire comme ça. Je vous rappelle le discours de va-t-en-guerre d'un certain ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui était le sorte de zébulon des faits divers, qui allait sur tous les faits divers, qui faisait une annonce par fait divers. Il y avait un fait, il y avait une loi, il y avait un. Enfin, je veux dire, c'était du show. C'est du show. Bruno Retailleau, alors, toute la question est de savoir s'il a une ambition politique personnelle ou pas. Est-ce qu'il a une envie de présidentielle ou pas? Parce qu'à Darmanin, ne s'est pas caché d'avoir cette ambition présidentielle. Mais comment Darmanin peut-il avoir une ambition présidentielle quand on voit son bilan à l'intérieur? Enfin, il quitte l'intérieur avec un meurtre d'une gamine par quelqu'un qui avait été condamné, qui était sous EQTF, condamné pour viol, avec les massacres à Marseille. Enfin, son bilan est calamiteux. Comment il peut avoir une ambition pour 2027? Moi, je vous rappelle que Sarkozy est élu après Toulouse, après Mérat, quand même. C'est dingue. Il est où le problème? Non, pas après Mérat. Les médias. Non, si le problème, c'est les médias qui continuent de protéger ces acteurs. Pas élu après acteurs. Mérat, autant pour moi, excusez-moi, j'ai dit une ânnerie. Mais par contre, il est élu avec les médias, oui. On a fait de ce monsieur. La folie médiatique. Voilà, ça a commencé, je me suis trompé. Je ne pensais pas à Mérat, je pensais à l'école de Neuilly, où Human Bomb avait fait sa prise d'otage d'enfance, qui était, de mon point de vue, totalement dégueulasse et scandaleux. Mais on n'était pas obligé d'avoir droit à ce show. Oui, parce qu'il y va, il prend les gosses dans les. C'était un truc d'ailleurs. On a eu droit à une mise en scène. Et est-ce que M. Bruno Retailleau a dénoncé préalablement les conséquences de la politique de suppression d'un fonctionnaire sur deux? Jamais. Je ne comprends pas. Mais je ne sais pas de quoi ils ont parlé au déjeuner avec Nicolas Sarkozy. C'est ça que j'aimerais savoir. Il a peut-être donné des conseils pour mentir et faire du spectacle, peut-être. Comment trafiquer les chiffres, Nicolas? Explique-moi. Mais Bruno, je vais t'expliquer, c'est pas compliqué. Voilà. Comment peut-on... Il n'y a pas 2-3 fiches qui traînent. Comment peut-on... Vous parlez de ce déjeuner, mais comment peut-on encore inviter Nicolas Sarkozy sur des plateaux télé et le présenter comme un grand sage, alors qu'il est multi-condamné et qu'on va bientôt avoir un procès dans le cadre du financement par la Libye, par justement Kadhafi, qui est une des pires crapules qui a financé le terrorisme international et dont le pays a servi de camp d'entraînement. Vous ne trouvez pas qu'il y a déjà une incongruité
à avoir Nicolas Sarkozy Bah, sur le plateau télé. j'en ai fait, une pièce, hein, L'homme qui tua Muammar Kadhafi, évidemment, c'est scandaleux, mais ça ne gêne pas visiblement, Non, d'inviter ce bon père de famille, Nicolas Sarkozy, si fier de ses enfants. J'en parlais dans une revue de presse, alors où ça, vous CNews savez, était en pâmoison, hein, devant Nicolas oui, Sarkozy. ça c'est peut-être la chose que je rendrai à César. C'est que Oui, j'ai le c'est un bon sentiment papa. que c'est un bon papa qui fait. Ouais. Rappelez-vous, Ah oui. Il voulait caser le prince Jean, Oui, président d'EHPAD à la Défense, à peine élu président. Bon, ça c'était pas le ça cas. n'a pas marché du tout. Heureusement, heureusement. Là, il nous colle. C'était la fin du système des Hauts-de-Seine. Ah là, Tout c'était s'est effondré merveilleux. avec Jean, quoi. C'était merveilleux. Enfin, il avait été battu après aux élections municipales. Ah là Il là, était ravi. terrible, Parce qu'il terrible. soutenait Tellet, que moi, en fait, c'est Fromentin qui a été élu maire de Neuilly. Denis, Et puis on a ouais. maintenant le petit Louis, le prince Louis, qui est Ah, chroniqueur c'est lui. sur LCI. Donc, vous voyez, LCI, oui. on n'est pas à l'abri d'une invasion du clan Sarkozy. C'est assez sidérant. Là aussi, on est dans une république bananière. Ça nous interdit de faire la critique de tout système étranger Mais corrompu. sur le bilan Darmanin, Oui. comment fait-il pour faire passer son bilan calamiteux pour un bilan exceptionnel? Parce que les JO, en gros, se sont déroulés sans incident majeur. Enfin, C'est comme je ça, l'ai hein? déjà dit, effectivement, alors ça c'est un constat, c'est un fait, les JO se sont bien passés, mais pourquoi? À quel prix? On a Oui, désossé l'ensemble de la police française. Plus de 40 policiers et gendarmes sur la place parisienne. Ce qui signifiait, et ça j'en ai des témoignages directs, c'est pas des histoires qu'on m'a racontées, que vous aviez dans les services parisiens des cohortes de policiers venus de tous les coins de France. Et par contre, là, il fallait qu'il vous arrive rien. Il fallait prier le petit Jésus qu'il n'arrive rien en province. Parce que tous les services de province ont été mis à l'os pour, ouais. je dirais, assurer une vraie sécurité. Mais on n'a jamais vécu ça. Vous aviez plus de chances de marcher sur une Rangers de gendarmes mobiles que de vous cogner Sur un une tongue de lampadaire. touristes, quoi. Ouais. Non, mais c'est juste hallucinant et sidérant. Donc ça nous a coûté très cher financièrement et en tout cas en logistique policière, puisque c'était une concentration jamais vue, juste jamais Mmh. vue. Tout ça, c'est de la... Alors, on oublie aussi, vous savez, les gens sont oublieux, on oublie que Darmanin, comme Sarkozy, a passé son temps à mentir. On l'a vu avec la finale de la Coupe d'Europe de football, Oui, où il a vu des hooligans anglais, là où nous avions des voyous de banlieue qui venaient purement et simplement agresser des pères de famille qui venaient voir un match de football. Et ça n'a ouais. été que ça. Et vous parliez des opérations XXL, c'est juste pour les médias. C'est juste à Mmh. l'attention des médias et de l'opinion publique. Osez dire que ça sert à quelque chose. Vous avez quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans ses analyses, Xavier Hofer, qui avait dit la même chose que moi, ce que j'avais déjà dit sur un plateau de BFM, où on m'invite de moins en moins, je vous le concède, mais parce que j'avais déjà expliqué que les CRS étaient d'excellentes forces de sécurité pour le maintien de l'ordre, mais qui n'avaient aucunement vocation à gérer la criminalité, les phénomènes Oui. criminels. C'est pas leur métier, c'est juste pas leur métier. Ils ne savent pas faire de la procédure, ils ne sont pas faits pour ça. Mais vous avez une cohorte de pseudo-conseillers police-justice sur l'ensemble des plateaux qui vous expliquent que c'est merveilleux de voir autant de bleu. Ce qui m'amène à rebondir très vite fait, si j'en ai le temps, Mmh. sur le pseudo, vous savez, le thème, on va mettre du bleu dans la rue. On va mettre du bleu partout. Ça, c'est le grand, comment dire, l'argument de Darmanin et même de Macron. Sauf de quel bleu parle-t-on? De quoi on parle? On parle de la police nationale? Non. On parle de police municipale. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai rien contre eux, sauf que c'est pas la même formation, c'est pas la même philosophie d'emploi. Et vous avez des réservistes qui sont recrutés à la vas-y que je te pousse. En 15 jours, on recrute des gens de la société civile à qui on C'est va, fou. au bout de ces 15 jours, et je crois que c'est même formation glissante sur le mois, on va leur mettre un pistolet 9 mm sur le côté et un gilet pare-balles. Je ne sais pas si ça ne gêne personne, tant mieux. Mais moi, je crois que c'est surtout là la voie des futures bavures, à leur détriment. Ou de potentielles cibles, de terroristes, Complètement, puisque les complètement, gens en uniforme complètement. sont des cibles, Non, mais ouais. il y a une vraie crise. M. Poulain, il y a une vraie crise dans la police. Aujourd'hui, on recrute Ouais, des candidats à 6 de moyenne. Il y a une vraie ouais, désaffection. les 7 sur 20, ouais, c'était ça, c'est ce qu'il C'est disait, ouais. sidérant, quoi. On a un vrai Mmh. problème de recrutement, puis on a un vrai problème de vision sécuritaire. Macron, on est totalement dénué. Vous ne Mais pouvez il y a pas... de temps en temps, il y a des chiffres qui sortent sur les démissions, hein, dans la gendarmerie, dans Inédit. la Oui, police, qui sont, c'est des taux exponentiel. jamais vus, hein. On parle de dizaines Absolument. de milliers chaque année de gens qui quittent la Confirme. fonction. Alors, je le confirme. Heu, C'est pour ça que ouais, là, il faut démonter le mensonge d'État qui consiste à entendre dire qu'on n'a jamais autant recruté. Vous l'entendez systématiquement. c'est faux. Darmanin et ses conseillers le disent, on n'a jamais autant recruté.
Si, c'est vrai. Mais pourquoi? Pour compenser ces fameuses démissions dont vous parlez. Ouais. Il faut bien une balance. Il faut bien. C'était, je crois, il y a 2 ans, j'étais sur un plateau de BFM. Ah non, ils ont recruté. Enfin, pas on. Ils ne sont pas allés jusque-là. Ils ne sont pas allés jusqu'à dire on. Mais ils ont dit ah, mais le gouvernement n'a jamais autant recruté. Il y a eu 10 000 recrutements cette année. Sauf que ça Parce correspondait que aux tout le 10 monde. 000, aux 10 000 démissions. Voilà, Ouais. c'est tout. C'est Et c'est la qu'est- réalité. qu'est-ce qu'est-ce qui fait qu'on quitte la police? Vous étiez enquêteur, vous disiez. Qu'est-ce qui fait que vous avez quitté ce métier à un moment? Une forme de dégoût, d'overdose de la politique qui est vraiment. La police a toujours été un outil. Hein, on va pas se raconter d'histoire. Mmh. La police a toujours été un outil, particulièrement dans le maintien de l'ordre. Mais il y avait je dirais, il y avait des tendances quand même. Il y avait des limites à ne pas dépasser. Ça a commencé vraiment avec Sarkozy, qui pour moi est le point de glissade de la qualité du travail dans la police. On a donné tous les pouvoirs aux effectifs BAC pour faire des interpellations qui n'en étaient pas, et nous en payons le prix. Mais vraiment, le divorce entre la population et la police a commencé Mmh. vraiment avec Nicolas Sarkozy. Ça ne s'est pas arrêté avec François Hollande, qui a nommé, je vous le rappelle, enfin vous, pas vous, mais je rappelle aux auditeurs, un certain Emmanuel Valls, qui était peut-être plus sarkozyste Emmanuel encore Valls, ouais. que d'autres. Et d'ailleurs, si on veut faire un parallèle, Emmanuel Valls avait créé les fameuses ZSP, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les zones de sécurité prioritaires qu'il avait mis en place sur le 18, 19 et 20e arrondissement à Paris, et qui ne sont pas sans rappeler les opérations XXL, où là, Ouais. déjà, on avait fait une concentration de policiers pour éradiquer la criminalité et déjà le trafic de stupes sur ces 3 arrondissements-là, qui s'est délocalisé, devinez où, sur les autres arrondissements, C'est le bien fait, hein. 19e et les autres, et voilà. Et nous avions droit à des Mais livraisons de stupes en scooter. Donc ces gens-là n'ont rien résolu. C'est pour ça que c'est non. un constat assez, allez, on va dire déprimant peut-être, mais réel. Mmh. Que ce soit Sarko, Hollande ou Macron, c'est la même limonade. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens dans la police qui ont encore la foi, qui se disent: «Je vais quand même essayer de lutter contre le crime à ma De petite moins en moins, façon»? de moins en moins. Ouais, mais enfin, il faut quand même avoir la foi, quoi, parce que, à Oui, vous écouter, on a l'impression que tout ça, c'est du théâtre. c'est pas évident. Sur le terrain, je pense qu'on a beaucoup plus de gens. Moi, j'ai connu une époque où effectivement des gens rentraient par vocation, par amour, Oui, l'envie de, de faire quelque bah, chose. d'être utile à la société, Tout ouais. simplement, moi, je l'ai été vraiment 3 années. Dans 35 ans de police, j'ai vraiment été utile 3 années. Enfin, pas que, j'exagère un peu, là. Et quand je commandais une unité spécialisée dans les agressions sexuelles et les viols, où on mettait vraiment en prison des prédateurs, ce que moi j'appelle des prédateurs. Bon, j'ai été utile dans d'autres circonstances. Je me fais volontairement caricatural, si vous voulez. Mais on a malheureusement de plus en plus de gens qui rentrent dans cette institution parce qu'il y avait de la lumière et que ça donne un job et que voilà quoi. Mmh. C'est aussi, mais quand vous avez un niveau de recrutement aussi bas, ça veut dire que à peu près n'importe qui, ou du moins des gens qui n'ont pas un vrai niveau requis, qui devrait être requis, peuvent entrer dans cette administration. Puis c'est la sécurité de l'emploi, disons-le clairement. C'est Pas, ça, oui, oui. pas une vraie. Je ne pense pas que vous puissiez aujourd'hui rentrer. Enfin, il y en a certainement, je l'espère, et je l'espère, que vous avez des gens vraiment qui ont l'envie de rendre service à d'autres. Ça me paraît même je dirais, inconciliable qu'il en soit autrement. Mais malheureusement, vous avez un désamour total vis-à-vis de l'institution police, ça c'est un fait. Ouais, bah, on l'a vu, ces derniers mois et ça ne fait qu'empirer, avec en plus, une police qui est devenue une sorte de police du maintien de l'ordre, hein, ce qui se passe dans les DOM-TOM avec la CRS 8, unité volante et Oui, cetera et plus du tout une police, du quotidien, qui a on a, été éradiquée par on Sarkozy. a tué la police du quotidien. C'est Ouais, une ouais, volonté. On veut ouais. substituer à cette police du quotidien les polices municipales, les sociétés de sécurité privée. Vous savez, il y a aussi cet axe de gouvernance qui consiste à dire qu'on va là où il n'y a pas de policiers, on met des caméras. Donc Mmh. c'est une réponse qui est facile et puis surtout qui n'est pas Oui, une. alors non, ça la vidéosurveillance n'apportera aucune solution, aux violences, et à la Du tout. ouais, Ça ouais. permet d'identifier des auteurs d'agression, mais ça ne Mmh, l'empêche pas. Et d'ailleurs, mmh, c'est tout un débat sur ce que va devenir la sécurité dans ce pays. On assiste à une ubérisation de la société et ça touche également la police, soyons clairs. Quelle va être on parle de, par exemple, on dénonce les réseaux sociaux. Bon, pas de souci, mais vous êtes directement concerné par ça, par ce discours. Pourquoi? Parce que mmh. les réseaux sociaux, s'ils sont l'occasion de déverser sa haine, son mépris,
et toutes sortes d'injures, c'est aussi, malgré tout, qu'on le veuille ou pas, des vecteurs, ce sont des vecteurs de communication et de vérité. On peut dire les choses. Notre échange, Absolument. l'échange que nous avons aujourd'hui, si on pose la question à certains, il peut être un moment de liberté d'expression, mais il peut être aussi un vecteur de complotisme, puisque nous remettons en Bien cause sûr. ça officiel. Donc c'est ça le danger. Le danger, Ah, c'est d'avoir l'hyper-contrôle pour assurer une pseudo-hyper-sécurité au détriment des libertés publiques. ouais, c'est ce que j'explique, hein, et je le rappelle aux auditeurs systématiquement, c'est qu'on est passé d'un âge d'information à un âge de censure et de propagande. C'est-à-dire que la propagande est devenue de plus en plus déconnectée du réel, hein. On a vraiment affaire à un village Potemkin sur tout, hein, Mhm. économie, sécurité, diplomatie. Et donc, pour faire taire les voix discordantes, alternatives, la censure va de pair avec la propagande. Et là, on voit le niveau de censure augmenter. Le Covid a été un moment horrible, mais sur la politique étrangère, on va avoir la même chose. Avec les élections américaines, n'en parlons même pas. Et donc, nous, on est entre les deux. Donc, soutenez la presse indépendante, hein, si vous pouvez le faire. Je mets C'est juste vital. rapidement, C'est vital. voilà, si vous pouvez le faire, c'est là, vous pouvez, pour 1 € par mois, soutenir le monde moderne, ici sur YouTube, ou bien sur X ou sur patreon.com/le monde moderne. Voilà, c'est vraiment vital. Je fais n'importe quoi avec mes boutons, mais je suis malade. En tout cas, vraiment important. Et on aura l'occasion de reparler, bien sûr, Jean-Pierre Colomby, de votre expérience, notamment dans la police, hein, de ce que vous avez vu. Maintenant, pour conclure, que peut faire Bruno Retailleau en bien, je veux dire. Apporter plus de sérénité. Je pense que s'il a vraiment un axe d'action, enfin, moi, je ne suis pas son conseiller politique, je ne sais pas si ça ira dans ce sens, mais arrêter de faire des annonces, être vraiment dans l'efficacité, Mmh. être dans le lien police-population. Je ne pense pas aux voyous quand je dis ça, je pense aux gens qui souffrent des voyous. Parce que dans les Ouais, bien cités, sûr, il y a des milliers et des milliers de familles qui vivent sous la contrainte de dans la peur. ces engences. Ouais. Parce qu'on voit parler en introduction de ces meurtres commis par des gamins ou au détriment des gamins. On a affaire à des personnalités qui ont un cerveau reptilien. Ils ne sont pas dans l'analyse. On n'a pas affaire à des gens qui sont bienveillants. On a Mmh. affaire à des bêtes sauvages qui sont prêts à tout. Le meurtre de ce taxi est quand même l'illustration C'est fou, du absolue mal. de la dégénérescence psychologique de ce type, de ce garçon qui a 14 ans. 14 ans. Il tue comme on vole un bonbon, quoi, c'est Et terrible. j'ai beaucoup apprécié cette analyse qui dit qu'on est dans la catharsis de l'individualisme triomphant. C'est vrai, Ouais, c'est c'est vrai. vrai. Ce gamin n'a pas supporté que un adulte contredise son plan d'action, parce qu'il avait un plan d'action pour tuer un autre, il avait un plan d'action. Donc ce chauffeur de Ce sont des taxi psychopathes, hein, c'est ce qu'on parle complètement là d'un cas psychopathique, hein, c'est des gens qui sociopathe, nient l'existence de psychopathe, l'autre, hein. complètement. Donc ce sont des monstres absolus, des types qui de toute façon ne vont évoluer que dans le mal. Mmh. J'emploie le mot vraiment à dessein. Le mal fait aux autres, il y a pas grand-chose à sauver là-dedans. Qu'est-ce que va devenir ce gamin? Ça va être terrifiant, Ouais. terrifiant. Il peut évoluer que dans le monde de la criminalité. C'est désespérant parce qu'on n'avait pas vu ça jusqu'à maintenant. Mmh. Moi, j'ai connu une époque à Marseille, j'étais à la brigade criminelle, où le règlement de compte était le fait d'hommes mûrs, matures. Ils avaient une quarantaine d'années, les gars. C'était des voyous, c'était des truands. Mmh. Ça se flinguait entre concurrents. Nous avions affaire à des gens d'abord qui faisaient peu de dommages collatéraux. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait, ça arrivait. Il n'y en avait pas beaucoup. Mmh. Là, c'est du grand n'importe quoi. C'est le Far Ouais. West. Et Marseille est tombé dans ce travers. Tombé Bah, c'était le totalement. modèle un peu, Palerme, les jeunes qui doivent monter les échelons, prouver, ce qu'ils peuvent Exactement. faire. Donc, on fait des actions coup de poing, le coup de, rafaler, un immeuble à la calache et on tue une étudiante, hein, qui était à son bureau, on se barre en scooter, enfin Je ce vais vous genre surprendre. d'action, total. Je vais vous surprendre. Je pense que la délinquance et le monde du crime est mieux tenu à Palerme qu'il ne l'est à Marseille. Oui, Parce que mais vous avez des gros délinquants, des gros voyous, des caïds qui tiennent le monde de la criminalité. À Marseille, plus personne ne tient rien. C'est ouais, Haïti, c'est le Brésil. Et encore, le Brésil doit y avoir des caïds. Mais là, il n'y a plus ouais. rien. C'est des gamins, un gamin de 14 ans qui a un 357. Il va falloir peut-être se poser la question de savoir comment il l'a acheté, comment il a Bah, pu le l'acquérir. trafic, oui, ça, alors c'est toujours j'adore le trafic d'armes en France. Mais c'est ça. Moi, j'avais adoré le moment tchétchène à Dijon, c'est ma ville, où Ouais, François Rebsamen, donc on avait les images, hein, des mecs qui attendaient les Tchétchènes qui arrivaient pour un règlement de compte ouais, avec je me souviens. des fusils d'assaut de dernier modèle, hein, Mhm. exhibés sur les réseaux sociaux, Ouais. et François Rebsamen qui disait devant les caméras: «J'ai pas vu d'armes».
Bah non, quand vous voyez pas, quand vous ne vous voulez pas voir le réel, c'est comme Sandrine Rousseau qui dit que finalement ce jeune, il est celui qui a tué la petite Philippine, c'est un Ouais, prédateur sexuel, mais bon, finalement, il n'est pas plus mal en France parce que si on l'envoyait au Maroc, c'est les petites Marocaines qui seraient en danger. Mais là, vous vous dites, mais on ouais, est, non, c'est on le a à degré zéro de la l'Assemblée pensée nationale, politique, c'est ouais, on a une assemblée de ouais, dingos, de gens on qui est ont un mal, niveau d'analyse absolument lamentable. ouais, Et elle n'est c'est pas la vrai. seule à penser ça. Elle n'est pas la seule. Malheureusement non, Il y a une malheureusement non. négation du réel qui coûte à la population, qu'ils devraient protéger ces gens-là d'ailleurs. Les députés Mmh. sont faits pour gérer le bien-être et le vivre ensemble. En faisant ce genre de déclaration, c'est juste pas possible. Enfin, moi, je la surnomme Coccinelle, hein. C'est gentil. C'est gentil, Coccinelle. Comme disait Je croyais que Victor c'était Hugo. coccinelle, c'était réservé à Brigitte Macron dans certains cercles. Ah, ça, j'ignorais. Ça, j'ignorais. Mais je sais à quoi vous faites référence. Parce que Oui, oui, mais c'est je pas connais ça. aussi le premier, à quoi correspondait le premier surnom Coccinelle. Et celui-là, moi, je l'attribue à un vers de Victor Hugo qui disait: la coccinelle est au bon Dieu, ce que la bêtise est à l'homme. Bon, ben, là, on a aussi C'est pas mal, cette c'est petite pas mal. passerelle. J'aime bien ça. C'est gentil, hein, ça évite C'est ouais, c'est mignon. d'être dans l'injure ou dans l'outrance comme ils le sont eux trop souvent. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Pierre Colombiès pour, vos Merci à vous. témoignages, Merci à vous. sur l'état de la sécurité de la police en France. On en reparlera parce que votre témoignage est vraiment précieux. Ancien flic de la PJ, hein, qui a été au cœur du système, qui a vu la déchéance, d'un monde, hein, avec, Nicolas Sarkozy et qui continue. Au Darmanin et maintenant préjudice des Retailleau citoyens, au préjudice des citoyens et des et victimes. bien sûr, Il faut bien toujours le sûr, rappeler. Parce que ces guignols oublient qu'ils ont gouverné un peuple. systématiquement. Merci à vous, bonne journée Allez, et à bonne journée. bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était, donc notre invité Jean-Pierre Colombiès, ancien flic de la PJ qui, témoignait sur, l'état de la police. Je vous invite à vous abonner et à partager, cette vidéo si elle vous a plu. C'est évidemment important de savoir où nous en sommes, pour la sécurité dans ce pays.